Le deuxième numéro de votre revue économique Leaders est disponible. À la une, un grand dossier sur les enjeux économiques de la crise sécuritaire au Mali et l'économie de la guerre dans le monde. Dans la rubrique invité du mois, nous recevons le colonel-major Nema Sagara avec qui nous évoquons le fastidieux combat contre la prolifération des armes légères au Mali. À lire également des articles inédits sur le fer malien dans la production mondiale, les chiffres de la vente d'armes au Mali, en Afrique et dans le monde et la guerre comme facteur de croissance économique. Votre revue économique Leaders est disponible au Mali au prix de 2000 francs CFA dans les boutiques Shell, les hôtels, les restaurants et les grandes surfaces en Côte d'Ivoire via le réseau de distribution Edipress. Infoline 00223 71 79 79 70 ou 61 79 79 70. Au-delà des passions politiques et de la conjoncture sécuritaire, le Mali, c'est aussi et surtout l'histoire d'hommes et de femmes qui osent, qui créent et qui résistent. Acteurs économiques, sociaux ou culturels, jeunes ou adultes, alphabétisés ou non instruits, venant de tous les horizons, ces hommes et femmes font et portent le Mali. Dans cette émission Médine consacrée aux grands acteurs du développement, nous racontons leur histoire. Au cœur de cette émission, nous parlons essentiellement de pisciculture, mais au-delà, il est question de découverte. Monsieur Berthet, bonjour. Bonjour Fousseli. Et merci de nous avoir reçus dans ce beau cadre. Où sommes-nous? Nous sommes sur le lac Sangarani qui nous amène à Sigassou et de l'autre côté qui nous amène en Guinée-Conakry. Et nous sommes à 140 km de Bamako. Kébé, 140 km de Bamako, entre Séléngué et Bamako. Mais nous avons aussi effectué plus de 20 minutes de trajet sur une pinasse. Un trajet qui nous a permis de découvrir l'immense potentiel dont regorge le Mali en termes de pisciculture. Est-ce que le jeu en valait la chandelle? Visuellement déjà oui, parce que nous avons été éblouis. Nous avons une sorte d'extase visuelle entre la verdure, l'eau, le soleil. Se rendre compte que nous avons des beautés pareilles à 140 km de Bamako, c'est juste à découvrir. Alors, M. Berthet, j'ai envie de dire tout ce trajet pour venir chercher les poissons. Expliquez-nous un peu. Je vous explique, je suis promoteur d'une ferme qui est située à Sibi, à 50 km de Bamako, dont c'est l'écoferme P3, la polyculture, le polyélevage et la pisciculture. Donc, j'ai regardé dans les potentiels du Mali et pour développer dans les trois secteurs, j'ai fait un centre de formation professionnelle et qui regroupe les trois identités. Mais précisément, j'ai vu que j'ai la maîtrise du volet pisciculture. Okay. Et dans ce sens, on a fait une écloserie de tilapia et de clarias. Et dans le même ordre d'idées, j'ai imaginé ce beau lac qui est là et qui est vide. Donc, j'ai pu installer quand même une 50aine de cages pour le plaisir de faire du poisson pour le Mali. Alors, Kébé, ça veut dire quelque part que partout où il y a des lacs, il y a des opportunités à saisir. Partout où il y a un étang d'eau, je vais parler sous le contrôle du spécialiste qu'il est, mais je pense que partout où il y a un étang d'eau aujourd'hui, avec toutes les techniques qui sont en train de se développer au fur et à mesure, il est possible de produire du poisson et de faire en sorte qu'au niveau du Mali, nous n'ayons plus certainement à faire venir du poisson. Donc, c'est une expérience assez belle pour nous parce que nous découvrons toute cette capacité, toute cette technicité malienne. Mais au-delà, on se dit qu'il y a moyen aujourd'hui de montrer cela non seulement à vos téléspectateurs, mais aussi de prouver à d'autres personnes qui veulent se lancer dans ce domaine-là, qu'il y a non seulement une expertise malienne qui existe, mais au-delà de l'expertise malienne, qu'il y a aussi un espace, qu'il y a aussi des conditions réunies pour faire justement du poisson malien qui peut être consommé par les Maliens. Alors, M. Berthet, expliquez-nous concrètement comment se fait le travail sur cette étendue d'eau. Je dirais que sur cette étendue d'eau, j'ai déjà quelques employés, mais déjà, comme je vous ai expliqué, le plus grand problème au Mali de la pisciculture en général, ça se situe déjà, c'est le problème crucial de la pisciculture, c'est l'eau et l'aliment. Donc, je suis le représentant exclusif de Biomar au Mali, qui est le premier mondial en termes d'aliments poissons. Dès que j'ai eu cette opportunité, on a profité pour faire une écloserie. Donc, il fallait de choisir cet endroit
pour faire grossir les poissons. Ici, c'est pour faire le grossissement. Après les closeries, on les transporte ici pour les transférer dans les cages. On a tenu à utiliser les jeunes du village qui se situent juste à côté et des jeunes aussi de Sélingué. Donc c'est un gros investissement, mais qui demande, on a vu qu'il y a un vide dans ce secteur de pisciculture. Il n'y avait pas la maîtrise ni en souche, ni en aliments et ni en eau. Donc je pense que les trois solutions sont ici. Alors Kébé, nous sommes dans un endroit assez stratégique. Ça a été dit tout à l'heure dans les commentaires avant de monter sur ce plateau. C'était un village, sinon des villages qui sont aujourd'hui submergés. Et il a dit dans son intervention, les jeunes, la communauté est utilisée. Et en quoi aujourd'hui ce genre de projet peut aider au développement communautaire à quelque niveau que ce soit? D'après mes informations, quand on dit submergé, il faut le dire, submergé mais de façon contrôlée. Absolument. Je crois que les années qui ont consisté à créer donc, le barrage de Sélingué qui nous reçoit ont justement permis d'avoir toute cette étendue d'eau. Et je pense que c'était vraiment fait de façon contrôlée pour que déjà Bamako reçoive de l'électricité, mais au-delà de Bamako, qu'une bonne partie du Mali reçoive de l'électricité. Maintenant, au niveau de la jeunesse, bien sûr, nous sommes avec des villages, avec des campements qui sont en bordure d'eau. Forcément, ils se diront que l'eau est leur métier. Je crois que ça, c'est très important. L'eau est leur source de vie. Et il faut qu'on sorte de l'amateurisme, que nous puissions apporter aussi des solutions concrètes. Donc, le fait de travailler avec ces jeunes-là, en premier point, ça leur apporte justement des revenus supplémentaires. Mais au-delà du revenu supplémentaire, ça leur apporte aussi une expertise, une expérience et une autre façon de faire. Parce qu'avant, c'était peut-être des filets traditionnels. Aujourd'hui, avec ces cages, ils se découvrent une autre façon de pêcher. Et je pense que je ne suis pas expert dans le domaine. Je ne vais pas marcher sur des plates-bandes. Alors, M. Berthet, c'est très important dans le même ordre d'idée que Kébé. Et pourquoi avoir choisi cet espace? Déjà, j'ai remarqué qu'au Mali, il y a déjà des lacunes dans des secteurs de la pisciculture. C'est pour cela que j'ai même créé un centre de formation professionnelle, donc qui va être ouvert très très bientôt. J'ai vu que tous ces gens qui se trouvent dans les environnants, ils sont d'origine pêcheurs, mais ils ne sont pas pisciculteurs. Ils ne savent pas comment ils pêchent pour amener, mais ils ne savent pas comment faire le poisson. Donc déjà, nous allons les apporter la technique pour qu'ils puissent faire le poisson et que franchement, pendant toute l'année, que ce n'est pas seulement une période qu'ils vont travailler, mais c'est sur toute l'année, de leur permettre de travailler sur toute une année. Mais d'abord, ensuite, de les former dans le secteur de la pisciculture pour qu'ils aient une formation adéquate. Aujourd'hui, même si d'autres personnes et dans d'autres régions, on veut faire de la pisciculture, il manque des cadres dans ce domaine. C'est ce qui m'a amené ici, déjà pour montrer à tous ces environnements, il y a 72 campements qui tournent autour de nous, qui comprennent qu'au-delà du naturel, on peut quand même faire aussi artificiellement cette activité. Alors, expliquez-nous le processus de grossissement du poisson jusqu'à la vente. Comment ça se passe concrètement? C'est le grossissement, comme je l'ai dit, déjà, la pisciculture, il faut certaines connaissances en matière de pisciculture et certains éléments pour pouvoir faire la pisciculture. Je vous ai dit que je suis le représentant de Biomar. C'est l'un des facteurs fondamentaux de la pisciculture. C'est-à-dire que depuis des poissons à l'état larvaire jusqu'à la cuisine, donc c'est exactement ce qui pousse à faire comprendre que les poissons, déjà, on les retrouve, les œufs, on les met dans l'écloserie, on les éclose, ils deviennent des larves. Donc les aliments des larves, on ne les trouvait pas au Mali. Donc c'était vraiment l'une des grandes handicaps. Aujourd'hui, on a la maîtrise de ça, on a l'aliment, on a les larves et on a des poissons de source améliorés. Comme on le dit bien, on les retrouve ici, les tilapia et le clarias. Donc qui grandissent un peu beaucoup plus rapidement que ceux qu'on avait naturellement dans le fleuve. Mais eux, ils ont vraiment des spécificités que moi, je peux donner à d'autres personnes. Le grossissement, ça s'étend sur 6 mois. Donc ça veut dire qu'après l'alévénage, qui est de 3 mois, on le met dans les cages. Maximum, c'est 6 mois pour avoir, pour les clarias, 1 kg. Et pour les tilapia, c'est pour avoir 500 grammes pour les vendre. Donc, ça dit qu'au bout de 9 mois, le poisson est commercialisé. Exactement. Je dirais même moins. Avec Biomar, aujourd'hui, on a la maîtrise au niveau de l'aliment.
au niveau de la souche et au niveau de l'eau, là où on est, c'est parfait. Donc, je peux dire qu'au lieu de 9 mois, on se retrouve dans un cadre où à 6 mois, on peut avoir les poissons à vendre. Ce qui est intéressant avec M. Berthet, c'est qu'au-delà de son activité, il y a un transfert de compétences qui est mis en œuvre. Absolument. En fait, je crois que c'est aussi une volonté parce que de ce que je sais de la vie de M. Berthet, la pisciculture, ou même l'agriculture globalement n'est pas son activité première. Il a fait le choix d'avoir une première activité et de là-bas se reconvertir parce que certainement que dans la famille, il y a eu cette expérience-là de l'agriculture. Maintenant, quand on vient à l'agriculture par passion, obligatoirement, à un moment donné, on a envie certainement de passer aussi cette passion-là à d'autres. Je crois que le principe de l'école de formation se rentre dans ce cadre-là. Mais au-delà de l'école de formation, à chaque fois que j'ai eu la chance de visiter sa ferme, il invitait d'autres personnes prêtes à venir investir dans l'agriculture en leur disant ce n'est que ça qui fera le lendemain du Mali. Donc je pense que c'est des choses à accompagner et nous nous mettons certainement à disposition pour accompagner cette dynamique-là. Des passionnés comme M. Berthet, il en existe beaucoup au Mali, de Séléngué à 100, 2 hommes qui partagent la même passion, celle de l'innovation au service du développement. Nous vous invitons à suivre, sinon à découvrir M. Sidiki Koulibaly, un homme qui fait de très belles choses au niveau de Ségou. Ici, c'est Zambougou Mangoni, village situé à une quinzaine de kilomètres de Son, région de Ségou. Nous sommes dans la ferme de l'espoir, celle de Sidiki Koulibaly, un véritable paysan innovateur. Son histoire avec les plantes date dès les premières heures de la guerre du Burkina Faso. Depuis que je suis venu, je suis ka bara mesemesenge kana yi nana nyeshi papayima fayire ne bibuli ka jisama damne nisina ka sama ka bo a papaye jibo manoko ni papaye kili sabake kwa majibo akanga ka demo bolo la aba de mefli inna ko bla ka soro ka demerde jiri nunu feti ala ke simlete ni pideri ulu yi ka patuku bara di ama u yɛrɛ bɛna jirikɛsɛ di an ma ka po d'an ma an b'a don u bi laban kana san an fɛ ka segin k'a di an ma an b'a turu. C'est sur une aride et rocailleuse terre que tout a commencé. La domestication du sol était un parcours de combattant et c'est le savoir qui côtoie la force physique. Yɔrɔ man ɲi nka an bɛ pelu ani pigi an b'o de ka jigin se. À 63 ans, Sidiki Koulibaly arrive à faire des fortunes dans sa plantation en mettant en valeur l'arbre, l'écosystème et la nature, surtout avec le greffage des plantes. Griffeli kun ye pour que jiri ka kɔn ka den kɛ ne ye ka laɲini kun ye bɛkuru den ka bɔ ye i n'a fɔ kun t'a ne ye nka tiɲɛ yɛrɛ n ka laɲini ma se ka sabati. Quand l'innovateur a lui-même indiqué qu'il n'a pas atteint son objectif, qui était de grossir les fruits du pégou. Donc il a sollicité l'appui de la recherche. Et donc on a testé plusieurs hypothèses. L'une des hypothèses testées, c'était de voir est-ce qu'on peut profiter de la diversité naturelle qui existe. Et pour cela, nous avons prélevé des greffons au niveau de 3 sites. Le site de Banyagara, le site de Douila, et aussi le site d'ici même. Cette initiative a attiré l'attention du programme Promouvoir l'expérimentation et l'innovation paysanne au Sahel, Proféis. C'est un programme de recherche-action qui essaie de valoriser les savoirs et les savoir-faire locaux. Et son innovation portait sur le greffage d'un pégou et d'un gouna. Nous savons que nous l'avons choisi comme paysan innovateur parce que nous savons quand même que le greffage est une technologie quand même qui est connue. Mais qu'un paysan illettré qui arrive à identifier 2 espèces forestières locales et de les greffer, nous avons trouvé que c'était une innovation. Au sein de l'équipe technique du programme Promouvoir l'expérimentation et l'innovation paysanne du Sahel, Proféis, le rôle de l'AOPP sur le terrain est la mobilisation sociale et la diffusion des innovations paysannes. Dans le cadre de la diffusion,
il y a plusieurs activités qui sont prévues pour ça. Il y a l'organisation des ateliers, des rencontres d'échange entre paysans de façon générale, entre paysans innovateurs, mais aussi entre paysans et les autres paysans et les paysans innovateurs, pour faire connaître les innovations en cours. On fait également des champs d'expérimentation sur certaines innovations sur le terrain et on invite les autres paysans à venir visiter ces champs-là. Quant à cette assistance sur le programme Promouvoir l'expérimentation et l'innovation paysanne pour améliorer la sécurité alimentaire et conserver les ressources au Sahel, l'identification du paysan innovateur se fait à la suite des investigations. Sidiki Koulibaly transmet un savoir et une expérience acquis au fil des années à ses enfants d'une part et aux paysans producteurs d'autre part. Wala ka an fana y'a kanu a y'an dege an bɛ yɔrɔ min na sisan yiri baara fan foyi tɛ yen n'an tɛ se ka min kɛ an yɛrɛ ye an ka dépense foyi tɛ an fa yɛrɛ kan an yɛrɛ dɔ de bɛ n'a bɛɛ ye parce que ni an ye min kɛ o de bɛ d'an ma. Sirigi a banna a ye formation wɛrɛ sɔrɔ a taalen kɛ a nana a ye dugu fara ɲɔgɔn kan a b'o formation a b'o ɲɛfɔ a y'o ɲɛfɔ mɔgɔw ye min kɛ a ko a b'a ɲini dugu fɛ vraiment ale kelen dɔrɔn tɛ se ka kɛ jiri yiriwa sababu ye dugu kɔni y'ale bila ka taa mais a b'a ɲini dugula mɔgɔw fɛ mɔgɔ wɛrɛ ka jiriko kanu ka tugu ale la o kuma fɔlen vraiment mɔgɔ si ma se ka ɲɛsin a ma mɔgɔ fɔlɔ min fɔlɔla ka ɲɛsin jiriko ma ka fara Siriki kan o kɛla ne Sadiya ye. Cette confrontation des idées et des savoirs s'inscrit en ligne droite de la recherche scientifique pour résoudre les problèmes que les paysans rencontrent au quotidien. Mɔgɔ t'a fɔ mɔgɔ ɲɛna k'a fɔ ko nafa bɛ jiri la begu sun kelen 200 n'i ye ju 100 feere o ye joli ye jamana ye baara nafa dɔn ye k'a sababu kɛ minisiri yɛrɛ wulila fɔ Bamakɔ minisiri muso Asatu Samakɛ ka na ne ka yɔrɔ lajɛ ka laban ka madayi di yan. Aujourd'hui, la ferme des Sidiki Koulibaly compte plus d'une dizaine d'espèces végétales, notamment 4 hectares d'eucalyptus, 1 hectare et demi d'acacia sénégal, 350 pieds de jujubier greffé, 35 pieds de tamarin greffé, 37 pieds de baobab greffé, 400 pieds non greffés, 35 pieds d'oranger, 16 pieds de mpégou et goumand, 16 pieds de karité greffé, 95 pieds non greffés, 17 pieds de caïcédra, 45 pieds de manguier, 37 pieds de moringa et 12 pieds d'anacardier. De retour sur le plateau après une immersion à la découverte de M. Sidiki Koulibaly. Vous l'avez constaté, un homme à cheval sur plusieurs secteurs, mais surtout un homme dont les compétences, dont l'expertise, dont la valeur ajoutée est reconnue par plusieurs spécialistes en la matière. Kébé, réaction sur l'aspect innovation? On le disait tantôt, il faut qu'on réussisse à sortir parce qu'on a souvent tendance à répéter que l'agriculture porte l'économie du Mali. Il y a l'or, il y a le coton qui fait partie de l'agriculture, mais cette agriculture qui nous nourrit doit pouvoir changer un petit peu parce que, en premier point, la démographie est une réalité dans ce pays. Nous sommes passés de 12 millions, je pense, dans les années 90-92 à aujourd'hui près de 19 millions de Maliens. Donc il faut savoir nourrir ces Maliens-là. Et ce ne sont pas les techniques anciennes que nous avions qui peuvent aujourd'hui permettre de les nourrir. Donc nous sommes aujourd'hui condamnés à innover par nous-mêmes ou à innover en regardant ce que les autres font ailleurs. On sait qu'il y a certains pays qui ne valent pas la superficie du Mali en termes agricoles, mais qui aujourd'hui, malheureusement, et je le répète malheureusement, nous vendent des choses. On a un certain nombre de petits pays qui, grâce à l'innovation, peuvent nourrir le Mali. Pourquoi est-ce que nous, aujourd'hui, nous ne pourrons pas nous mettre dans cette dynamique-là d'innover, de faire savoir déjà ce que nous avions, parce qu'il ne faut pas perdre aussi ce que nous avions comme connaissances endogènes, mais aussi innover en permettant, je pense, c'est un volet qui est très important à la jeunesse, de prendre le pas, autant sur le traditionnel, mais que sur aussi cette modernité-là. Monsieur Berthet, vous partagez certainement avec M. Sidiki Koulibaly la passion. M. Sidiki Koulibaly l'a dit dans son élément, il vit de son métier. Est-ce que vous vivez de votre métier? C'est très important. Bien sûr, Fousseni, je vis de ce métier. Au-delà de vivre de ce métier, j'aimerais quand même
dire à la population malienne et surtout à la jeunesse qu'on peut rester au Mali, vivre très heureux. Je peux vous assurer que j'ai commencé et toutes les activités que nous menons, ça peut faire nourrir l'homme au Mali. Il suffit seulement que les jeunes se mettent au travail et essayer d'exploiter cette innovation. Et je pense que ce qui manquait est là aujourd'hui. Comme je vous ai expliqué, il y a les souches de poissons qui grandissent beaucoup plus vite. Et ça, ce sont des activités qui rapportent beaucoup d'argent. Et là où on est assis, comme on voit bien les cages, ici, on peut produire une cinquantaine de tonnes par cage, et il y en a déjà 8 cages, et qui peut être multiplié 2 fois par l'année. Et en prenant le prix du poisson, vous verrez aisément que, franchement, c'est une activité qui rapporte beaucoup d'argent. Et donc, on voit bien ce grand lac, mais il n'y a rien sur le lac. Donc, ce n'est qu'une première et on va aller au-delà de ça. Donc, on gagne mieux sa vie avec cette activité. Effectivement, M. Berthet, nous avons été dans votre ferme. Nous avons été particulièrement impressionnés par la dimension intégrée de votre approche. Pourquoi cette dimension intégrée? Je fais de la polyculture, le polyélevage et la pisciculture. Donc, j'ai regardé dans les 3 activités. Toutes les 3 activités marchent à merveille au niveau du Mali. Mais j'ai eu la formation complète au niveau des poissons, au niveau de la pisciculture. C'est pour cela que nous sommes ici. Et j'ai le suivi de Biomar, qui est une compagnie internationale et qui est la première mondiale en termes d'aliments poissons. Donc, ça veut dire qu'il y a la maîtrise et c'est pour ça que j'ai créé, en plus de faire l'activité de ces 3 activités, c'est de créer un centre de formation professionnelle pour transférer ces compétences. On a remarqué que tout le monde veut faire de la pisciculture, mais il y a des manques de main-d'œuvre qualifiée. Donc, c'est cet handicap que j'aimerais corriger pour que chaque Malien puisse avoir du poisson à manger. Au-delà de la pisciculture, vous êtes sur d'autres secteurs d'activité? Donc, comme j'ai eu à regarder tout de suite l'émission sur Koulibaly, j'aimerais vous dire que je suis dans le même dynamisme parce qu'il y a Ecoferme P3, il y a la polyculture, le polyélevage et la pisciculture. Je viens de vous expliquer que j'ai mis l'accent sur la pisciculture, mais au-delà de la pisciculture, il y a une formation complète au niveau des maraîchages où j'ai encadré quand même des femmes au niveau de la ferme, les femmes du village de Djolibani et d'autres femmes qui viennent dans d'autres villages pour les encadrer et les montrer les bonnes manières, comment faire le maraîchage. Et au-delà de ça, j'ai aussi au niveau de ma ferme au moins 2500 pieds d'agrumes et nous comptons produire des jus d'orange et les arbres sont en pleine production. Au niveau des espèces animales, il y en a plusieurs. Donc, on a des moutons, on a des vaches et puis on a des poulets de luxe, comme on le dit bien, qu'on a importés. Aujourd'hui, il y en a assez pour faire chaque activité qui permet de vivre la personne qui est passionnée dans le sens. Alors, Kébé, quelle alternative aujourd'hui pour l'État dans le cadre de l'accompagnement des initiatives privées qui évoluent dans ce secteur? Peut-être pour entrer dans le même temps que le reportage que nous venons de voir, c'est de pousser l'État ou inviter l'État à continuer cette dynamique-là, de suivre ce que font les acteurs agricoles sur le terrain, parce que souvent, quand on parle de ferme, il y a quelques 2-3 gros acteurs qui sont connus, et on a d'autres aussi qui sont dans le petit coin, qui font des merveilles, mais que nous n'allons pas forcément découvrir. Une fois qu'on va à la découverte, il faut savoir ce qu'ils font et trouver le moyen de formaliser davantage leur formation. Je sais qu'au Mali, il y a des instituts de formation au niveau de l'agriculture, de l'économie agricole. C'est de voir comment est-ce qu'on peut rapprocher cet institut de ces personnes qui sont sur le terrain. Parce que la terre, ça ne peut pas être seulement que dans les classes. Il faut trouver le moyen de venir rencontrer la réalité de la terre et travailler avec les étudiants ou les élèves qui sont passionnés par ce domaine-là, avec ces acteurs, les mettre en contact, les mettre en lien, créer une sorte de réseau avec eux pour que leur expérience puisse servir. Parce que cultiver la terre et entreprendre dans le domaine de la terre, ce n'est pas la même chose. Absolument. Cultiver, ça peut être facile pour tout le monde. Nos parents l'ont fait depuis longtemps. Mais gérer une entreprise agricole, c'est peut-être aussi une activité à part entière. Donc, c'est de voir comment est-ce qu'on peut mettre ces personnes-là ensemble et créer une dynamique qui peut réjaillir sur toute la population malienne. Alors, M. Berthet, est-ce que nous avons aujourd'hui des exemples ou des chiffres qui nous permettent aujourd'hui de cerner le potentiel du secteur piscicole au Mali? Je dirais qu'il y a beaucoup de potentiel au niveau du Mali. Je remarque que nous importons du poisson à l'extérieur. Je me dis que c'est vraiment pas normal. Regardez toute cette étendue d'eau.
on peut vraiment faire beaucoup de choses. C'est pour cela que nous avons imaginé, j'ai pu avoir Biomar qui nous accompagne au niveau d'aliments. Aujourd'hui, il y a des souches améliorées. On a le résultat en 4-6 mois, donc qui permet quand même d'avoir des revenus très sûrs. Je vous ai dit qu'il y a une cinquantaine de cages aujourd'hui qu'on compte multiplier, mais une cinquantaine de cages qui rapportent quand même beaucoup d'argent. C'est-à-dire, déjà à 50 cages, c'est 750 millions de chiffre d'affaires. Donc, c'est pour vous dire que ça peut rapporter 750 millions d'argent si les 50 cages sont exploitées et vendues normalement. J'aimerais dire que, imaginez un tout petit peu que nous amenons 100 cages qui fait 1,5 milliard de chiffre d'affaires. C'est une activité qui rapporte énormément d'argent, mais il suffit seulement de mettre les moyens et de mettre la technique là-dessus. Kébé, une activité génératrice de revenus, cela a été dit, mais surtout stratégique. Stratégique parce que la question de l'importation est toujours au cœur de nos préoccupations au niveau de ce pays. On parle de sécurité alimentaire, d'autosuffisance alimentaire. Il faudrait que cette autosuffisance passe par notre consommation locale d'abord, que nous ne soyons pas forcément amenés à consommer ce qui nous vient d'ailleurs. Le deuxième niveau, c'est peut-être une question de santé publique. Le fait que nous ayons du poisson frais sorti de nos fleuves et de nos lacs consommés directement dans nos assiettes, je pense que ça peut être mieux pour notre santé que d'avoir des poissons qui vont faire 2 mois dans des frigos sur des bateaux, on ne sait pas d'où est-ce que ça vient. Donc je pense que ça déjà c'est vraiment un premier niveau de réflexion stratégique comme vous dites. Le second niveau, c'est cet argent qui va tourner au niveau local, qui va tourner au niveau national. Mais pour que ça aussi ce soit une réalité, il faudrait qu'au-delà de la ferme qui est là actuellement ou de ces cages que nous voyons aujourd'hui, que justement le circuit de distribution aussi puisse exister, que nous puissions passer de la simple de la simple production à la vente directe, à la production et à la transformation avant même la vente. Parce qu'on doit aussi avoir cette ambition-là de créer des unités de transformation du poisson que nous avons pour que nous puissions rentabiliser davantage ce qui est en train d'être fait ici. Alors, M. Berthet, nous terminons avec vous sur un aspect très important. Il reste évident que beaucoup de personnes qui vous ont suivi à travers cette émission ont déjà envie de se lancer dans ce secteur. Quels conseils pratiques pour des gens qui veulent se lancer? Je dirais très bien que je vous ai dit que en franchissant la porte des écofermes, c'est vraiment la clé de la pisciculture. Nous assistons, comme je l'ai dit, les futurs pisciculteurs de A à Z, c'est-à-dire depuis les installations des étangs, l'achat ou l'achat des matériels pour faire la pisciculture. Donc nous les assistons de A à Z. C'est-à-dire, moi je dirais bien, venir à Ecoferme, c'est d'avoir une activité clé à main. Alors vous recevrez qui une fois l'école opérationnelle? N'importe quelle personne peut venir assister à une formation? Je vous ai bien dit que Ecoferme, c'est une formation professionnelle, c'est un complément. C'est-à-dire ceux qui sont partis à l'école, aussi bien ceux qui ne sont pas partis à l'école, ont leur place. Vous voyez, cette activité ne nécessite pas évidemment de diplôme, mais ça nécessite le courage et le travail. Donc c'est exactement tous ceux qui veulent travailler et ça ne nécessite pas aussi d'énormes moyens. Chacun fait en sa manière. Donc, mais cette activité est vraiment la solution pour que les jeunes puissent vivre heureux. Alors Kébé, en termes de subventions, l'État pourrait accompagner justement une initiative de ce genre pour permettre à plusieurs jeunes aujourd'hui en chômage de pouvoir apprendre un métier. Je pense que l'État est déjà dans cette dynamique parce que quand on regarde les projets orientés jeunes, on a très souvent 80 à 85% de projets financés qui sont dans le domaine avicole, piscicole et ainsi de suite. Maintenant, est-ce que juste donner de l'argent et faire l'accompagnement pour que cette entreprise réussisse, je crois que pour l'instant, cette balance-là n'est pas encore trouvée. La deuxième chose, je sais aussi que le ministère en charge de la pêche et de l'élevage ou encore la Direction nationale de la pêche accompagne certainement ces opérateurs-là parce qu'au-delà de l'accompagnement, c'est un partenariat. Dans l'alevinage qu'ils font, le ministère aussi est obligé d'acheter ces produits, ces alevins-là pour empoissonner les mares qui peuvent aujourd'hui avoir besoin de poissons dans pratiquement tout le Mali. Donc c'est de voir quelle est la consistance que nous donnons en termes de commandes publiques
au niveau de ces producteurs de poissons, quelle est la valeur ajoutée que l'État peut donner en termes de commandes publiques, et derrière, qu'est-ce que les partenaires qu'ils sont aujourd'hui, parce que moi je les vois en tant que partenaires, qu'est-ce que ces partenaires aussi peuvent apporter à l'État en termes d'absorption des jeunes qui sont formés dans ce secteur-là. Allez-y, M. Berthier. Un dernier détail, comme Kébé l'a souligné, l'État nous accompagne en tant que des partenaires à hauteur de 30%. Mais j'aimerais quand même que nous aussi, en tant que des pisciculteurs, que nous soyons considérés aussi comme celui de l'agriculture, qu'ils augmentent quand même la subvention pour pouvoir mieux supporter cette activité qui est aussi une activité régénératrice et surtout une activité qui puisse absorber beaucoup de jeunes. Merci M. Berthier de nous avoir ouvert votre espace. Merci à Kébé. Nous remercions également le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique qui nous a permis de faire le reportage sur M. Sidiki Koulibaly. Nous remercions également Ecofem et M. Berthier qui nous reçoit aujourd'hui dans son monde, et profiter de cette occasion pour lancer un appel à toutes les personnes de bonne volonté, à tous ceux qui font de belles choses. Invitez-nous, nous viendrons avec plaisir découvrir ce que vous êtes en train de faire et vendre. Le deuxième numéro de votre revue économique Leaders est disponible. À la une, un grand dossier sur les enjeux économiques de la crise en sécurité au Mali et l'économie de la guerre dans le monde. Dans la rubrique invité du mois, nous recevons le colonel-major Nema Sagara avec qui nous évoquons le fastidieux combat contre la prolifération des armes légères au Mali. À lire également des articles inédits sur le fer malien dans la production mondiale, les chiffres de la vente d'armes au Mali, en Afrique et dans le monde et la guerre comme facteur de croissance économique. Votre revue économique Leaders est disponible au Mali au prix de 2000 francs CFA dans les boutiques Shell, les hôtels, les restaurants et les grandes surfaces en Côte d'Ivoire via le réseau de distribution Edipress. Infoline 00223 71 79 79 70 ou 61 79 79 70.